Je vais vous parler aujourd'hui des effets de captation du parc francilien en l'occurrence, parce que je travaille à l'Institut Paris Région et qu'on travaille à l'échelle de l'Île-de-France. Moi, je suis démographe et ce qui m'intéresse, c'est les questions qui relient la démographie avec l'évolution de la construction notamment, et effectivement les effets de captation qui peuvent rejaillir sur le parc dans son ensemble, mais également plus précisément sur la construction. Pour revenir un petit peu sur le schéma démographique global de l'Île-de-France, donc on a un peu plus de 12 millions d'habitants au 1er janvier 2023 en Île-de-France. Il y a une croissance démographique qui est assez stable depuis 40 ans, il y a environ 50 à 60 000 personnes chaque année en plus en Île-de-France. Je ne vois pas très bien l'écran, je vais me décaler un peu. Voilà. Mais le poids finalement que représente l'Île-de-France par rapport à l'ensemble du territoire national, il est assez stable. On voit depuis une cinquantaine d'années qu'on est à un peu moins de 20% de la population nationale qui se trouve en Île-de-France. Donc cette population s'est fortement accrue. Il y a eu en 10 ans environ 600 000 habitants supplémentaires. On peut rapprocher ça de la taille de la métropole de Toulon ou encore de celle de Nice. Et cette population, elle croît à travers les trois ressorts démographiques que sont la natalité et les décès, donc ce qui nous donne par différence l'accroissement naturel, donc quand on enlève les décès aux naissances, les échanges migratoires avec le reste du pays et les échanges migratoires qu'on peut avoir avec les autres pays du monde. Dans le cas de l'Île-de-France, l'excédent naturel, il est relativement élevé comparativement aux autres régions de France. Les échanges migratoires avec le reste du pays, en l'occurrence, eux, sont négatifs et le sont de plus en plus. Et les échanges avec le reste du monde, eux, sont positifs et le sont de plus en plus ces dernières années. Là, je vous montre les principaux chiffres de ces dernières années. Donc, plus 80 000 naissances par rapport au décès. Donc, on a un sol naturel qui est assez dynamique en Île-de-France. Des échanges migratoires avec le reste du pays, donc qui sont de moins 95 000, ce qui est en augmentation, et un sol migratoire avec le reste du monde de plus de 50 000 personnes. Il s'agit d'estimations pour ce dernier chiffre. Je ne vois vraiment pas bien l'écran, je vous prie de m'excuser. Là, je vous ai présenté l'excédent naturel, l'évolution de l'excédent naturel depuis quelques années en France et en Île-de-France. On en parlait tout à l'heure, la baisse de la natalité a fait grand bruit ces derniers jours. En Île-de-France, cette baisse, elle est un peu moins importante qu'ailleurs en France, puisque vous voyez là les petites barres vertes à droite du graphique. On voit que la natalité ne permet plus, dans le reste de la France, de compenser la hausse des décès. Cette hausse des décès, elle est en tout cas en France et en Île-de-France liée au ralentissement de la hausse de l'espérance de vie depuis le milieu des années 2010, le vieillissement des générations du baby-boom également, qui arrive aux âges les plus avancés, et en parallèle, évidemment, sur les toutes dernières années, la hausse des décès liés au Covid. En Île-de-France, on a réussi à limiter cette baisse parce que la natalité se porte assez bien. On a une population qui est jeune en Île-de-France et donc ça a permis de limiter cette baisse. Là, je vous montre un petit peu un panorama du sol naturel par département en France. On voit là des chiffres, une carte pour 2006. On voit qu'il y a plus de 80% des départements de France qui ont un sol naturel qui est positif. On voit une tache au centre qui est en bleu. On voit évidemment que dans ces départements-là, les décès sont plus importants que les naissances. Et la même carte en 2022, là on voit que le nombre de départements où les décès sont plus importants que les naissances a explosé. Donc là, on n'a plus que 30% des départements en France où le sol naturel est encore positif. Ça se traduit géographiquement par les villes avec les principales métropoles. On voit Bordeaux, on voit Nantes, on voit Strasbourg, Marseille, etc. Et l'Île-de-France, voilà, qui maintient cette natalité
même si en parallèle, on a un nombre de décès qui augmente. On zoome encore un petit peu en Île-de-France, et là, on voit l'évolution de la natalité entre 2021 et 2023 par département, qui est comparée à celle de 2020. Et on voit vraiment une accélération du phénomène de baisse des naissances sur les dernières années. Vous voyez qu'à Paris, par exemple, par rapport à 2020, le nombre de naissances a diminué de quasiment 20%. À l'échelle de la France, on est à moins 9%, moins 9,5% pour l'Île-de-France. Voilà. Il y a aussi des différences qui s'expriment au sein de l'Île-de-France. Donc, en petite couronne, on va avoir des naissances qui diminuent d'année en année, mais on voit qu'en grande couronne, en Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, etc., on avait eu un petit sursaut des naissances pour 2021, mais qui est vite balayé. Mais on voit là aussi une forte diminution. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour vous montrer un peu les ressorts qui existent en Île-de-France sur les évolutions démographiques et ce qui peut venir expliquer, année après année, comment sont géographiquement dispersées les croissances démographiques à l'échelle locale. Là, ce que vous voyez maintenant, c'est la croissance démographique, la variation annuelle de la population par habitant en Île-de-France. Il y a un certain nombre d'années, entre 75 et 90. Et vous voyez en vert les territoires qui ont perdu de la population et en rouge les territoires qui en ont gagné. Ce qu'on voit, c'est évidemment le lien. Évidemment, je vais vous parler de logement après, hein, mais là, du coup, on y arrive. On voit le lien avec les politiques d'aménagement qui ont été celles de l'Île-de-France. On voit qu'on a des poches de carrés rouges autour des villes nouvelles, donc autour de cette période, évidemment, avec l'accroissement des villes nouvelles, donc qui s'est caractérisé par une dédensification de l'Île-de-France, où la population de Paris diminue, et celle qui se situe à moins de 20 km, donc vraiment le cœur de l'agglomération, à moins de 20 km de Notre-Dame, croît, mais relativement faiblement. La période suivante, donc 90-2009, là, c'est un autre phénomène qui apparaît, c'est celui du recentrage de la croissance démographique. Vous voyez que les villes nouvelles captent encore assez de croissance de population, mais ça se ressent fortement. On voit même que la population de Paris, sur cette période-là, elle augmente, et celle des villes nouvelles, elle concentre environ 14% de la croissance. Mais c'est vraiment le cœur de l'agglomération. Donc, les communes qui sont à moins de 20 km de Notre-Dame, qui croissent et qui captent 45% de la croissance démographique totale de l'Île-de-France. Sur la dernière décennie, c'est une autre carte, mais c'est la même information, ce recentrage il s'accélère encore plus. On voit que c'est vraiment une densification de la population au cœur de l'agglomération qui se traduit par un accroissement de la captation du centre. Donc on a là 65% de la croissance démographique de l'Île-de-France qui se situe à moins de 20 km de Notre-Dame. On retrouve une diminution de la baisse pour ce qui concerne la ville de Paris. On passe à la construction de logements. Pour mettre tout ça en parallèle, vous avez là l'évolution de la construction, donc là les mises en chantier, les logements commencés en Île-de-France depuis 20 ans, qui est mise en comparaison avec celle qu'on observe à l'échelle de la France hexagonale. Et ce qu'on voit, c'est en courbe verte, pour l'Île-de-France, c'est la relative atonie dans laquelle se trouve la construction francilienne pendant la première décennie. Et face à ce constat, le législateur a mis en place dans la loi Grand Paris une règle qui dit qu'il faut construire 70 000 logements chaque année en Île-de-France. Donc à la suite de ça, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits. Ça a été intégré également dans le SRIF en 2013 comme règle. Ce qui a permis d'atteindre ces objectifs à partir de 2017, de 2017 à 2020 environ, où on a construit un peu plus de 70 000 logements chaque année. Cette forte construction, elle va se ralentir ces dernières années, comme vous en doutez, notamment à partir d'un an environ avant les élections municipales. On voit que la construction se ralentit. Ce n'est pas qu'un phénomène francilien, ça s'observe un peu partout. Et évidemment, sous l'effet de la crise sanitaire, on voit que cette construction ralentit
ralentit encore plus. On peut se poser la question de comment s'est répartie cette construction sur les 20 dernières années. Qu'est-ce qui a changé justement dans cette période où on a reconstruit en Île-de-France? Là, ce qu'on voit, c'est la comparaison de la construction entre les 2 décennies par département francilien. On voit que pendant la première décennie, la construction, elle était avant tout portée par la Grande Couronne, et qu'il y a un changement de paradigme total qui s'opère avec la deuxième période, où on voit que maintenant, c'est la Petite Couronne qui a porté principalement la construction. On voit notamment la Seine-Saint-Denis, où la construction a progressé, enfin doublé. Et dans les Hauts-de-Seine, c'est plus 61%, il me semble, de construction en plus par rapport à la décennie précédente. On voit que la Seine-et-Marne reste un territoire de forte construction en Île-de-France. C'est environ 13% de la construction actuellement, mais qu'elle perd un peu, elle construit toujours énormément, mais elle perd un petit peu cette place de chef de file de la construction sur les dernières années. Donc on voit qu'il y a une concentration vers le cœur de Paris, qu'on met forcément en lien avec la concentration de la croissance démographique. Et à l'échelle communale, ça se voit encore plus, puisque la concentration de la construction, elle tient, on va le voir, là à l'échelle des intercommunalités, qu'on a 10 intercommunalités en Île-de-France qui concentrent la moitié des autorisations au cours de la dernière décennie. À l'échelle communale, c'est encore plus important. On a 20 communes qui concentrent 20% de la construction. Et à l'inverse, on a, il me semble, 70% des communes qui concentrent moins de 5% de la construction en Île-de-France. Donc on voit vraiment ces territoires de la construction qui se concentrent. Évidemment, on a Paris parce qu'en volume, c'est évidemment très important, principalement en Petite Couronne, mais également la communauté de Paris-Saclay, qui est en Grande Couronne, mais qui fait également partie des territoires les plus producteurs. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'était comment cette construction, à quel point cette construction elle est efficace d'un point de vue démographique. Là, on croise le nombre de logements en plus qui ont été construits et les ménages en plus qui ont pu être logés dans les territoires. On est à l'échelle des intercommunalités. Et la taille des ronds, elle correspond à la variation du nombre de logements inoccupés. Par logement inoccupé, j'entends les résidences secondaires et occasionnelles et les logements vacants. La courbe rouge, elle montre ce qui serait passé si chaque logement en plus qu'on recense avait donné lieu à un ménage supplémentaire en Île-de-France. Vous voyez que c'est évidemment pas parfaitement linéaire. Et plus la taille des territoires augmente, plus on s'éloigne de cette courbe. Ça montre que dans ces territoires-là, donc là les territoires en rose notamment et évidemment Paris, on est éloigné de cette courbe parce qu'on a beau construire, la captation d'une partie du parc par le parc inoccupé fait qu'on a une efficacité de la construction qui est moindre dans ces territoires. Alors quel impact sur les ménages? Et là notamment je vais beaucoup parler des jeunes à présent. On parlait de natalité, mais on peut aussi parler de migration. On sait que le cœur de la métropole parisienne est particulièrement attractif pour les jeunes. Je vais vous montrer rapidement, je reviendrai en arrière, mais les échanges avec le reste de la France, les différents profils des ménages qui entrent et qui sortent. On voit que l'Île-de-France est particulièrement attractive pour les étudiants, pour les jeunes actifs, qui vivent seuls ou en couple. Et ceux qui ont tendance à partir, c'est plutôt les ménages avec enfants et les retraités. Ça, c'est connu de tous. Donc on a déjà dit, hein, on a plus de départs que d'arrivées. Mais pour qu'il y ait de l'attractivité, on a besoin de logements. Or, le parc locatif privé, pour tout un tas de raisons qu'on connaît évidemment, assez tendu, surtout en ce moment, mais c'est lui qui permet à énormément de personnes d'arriver en Île-de-France. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres, 75% des ménages arrivés de l'étranger et 78% de ceux
arrivées de province emménagent dans le parc locatif privé. On a la moitié des ménages qui ont emménagé au cours de l'année précédente au sein de la région qui vit dans ce parc privé. Ce qui fait penser évidemment que si on a une part croissante, même de la construction des nouveaux logements, qui est finalement inoccupée parce qu'elle ne sert pas à loger des franciliens et des franciliennes à l'année, tout ça peut amener à gripper un peu les parcours résidentiels. Or, on l'a vu, la dynamique démographique de l'Île-de-France, elle est tenue par sa jeunesse, de la population qui est entretenue par l'immigration. On a des jeunes qui arrivent, je vous ai mis les pyramides des âges pour qu'on voit un peu le décalage entre la population qui arrive et celle qui part. Et donc, voilà, l'Île-de-France, je vous ai mis d'autres chiffres. Elle voit partir des enfants et des retraités. Ça génère un solde qui est négatif, mais si on ne met pas à disposition voilà, ce parc pour les populations les plus jeunes, voilà, on peut avoir des parcours résidentiels qui se grippent, et notamment des jeunes qui peinent à trouver leur indépendance. On parlait tout à l'heure de la décohabitation. Là, ce que vous pouvez voir, donc vous avez une carte avec la part des familles avec des enfants de 25-34 ans en 2016 en Île-de-France. Et vous avez là sur les courbes les différents âges à la décohabitation. On compare l'Île-de-France, le reste de la France hexagonale, et on a mis également la Seine-Saint-Denis, qui est un cas un petit peu particulier, où on voit qu'on a ce décalage dans le temps, entre 2016 et 2017, de l'âge à la décohabitation. Ce décalage il est relativement faible dans le reste de la France hexagonale. Par contre, en Île-de-France, il grandit fortement, cet écart. Et également en Seine-Saint-Denis, on voit qu'il y a plus d'1 an et demi de décalage entre l'âge auquel décohabitaient les jeunes en 2006 et l'âge auquel ils décohabitent 10 ans plus tard. Évidemment, le logement n'est pas la seule explication. On a également les problématiques d'entrée sur le marché du travail. Évidemment, pour en revenir au logement, la cherté du parc est évidemment une des raisons principales. Et c'est notamment là qu'on voit que pourquoi on a mis en exergue la Seine-Saint-Denis, c'est parce que ce décalage de la cohabitation, de l'âge à la décohabitation, il se fait particulièrement prégnant dans les territoires qui sont les plus modestes et là où le parc social est le plus important. Alors évidemment, il y a les jeunes qui sont concernés par ces questions de parcours résidentiel qui peuvent être un peu freinées par l'indisponibilité du parc, mais ça touche tous les ménages. Là, vous avez une carte de la suroccupation, une carte de la suroccupation des logements en Île-de-France. On voit en 2018 qu'on a quasiment un ménage sur 5 en Île-de-France qui est en situation de suroccupation modérée ou accentuée. Cette part et ce nombre de personnes, de ménages qui sont en suroccupation a fortement progressé au cours des 20 dernières années. C'est une situation qu'on observe en 2018. Actuellement, on peut imaginer qu'avec la hausse des taux d'emprunt immobilier et tout ce qui se passe autour des problématiques de logement va contribuer à augmenter cette proportion de ménages en suroccupation qui donc peuvent être à un certain moment de leur vie, de leur parcours résidentiel, contraints à la suroccupation par notamment du fait de la cherté des logements et de l'indisponibilité d'une partie du parc qui est grandissante en Île-de-France. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne du coup tout de suite avec Sophie Buniquet.